I am fat. You're not fat. I am fat. No, I think the word fat we're in danger of airbrushing the word fat out of the English language. I read in my Financial Times this morning that there are no incoming leaders. Ping pong was invented on the dining tables of England, ladies and gentlemen, in the 19th century. It was called whiff-whack. And I say to the Chinese, and I say to the world, ping pong is coming home. Deliver Brexit. Salut, c'est Thomas Rozek. Il y a à peu près un an, au lancement de ce podcast, l'un des tout premiers sujets qu'il nous semblait urgent de traiter, c'était le Brexit, parce qu'on avait la sensation de ne rien y comprendre et qu'il nous semblait que même les Britanniques étaient un peu paumés. Un an plus tard, donc, rien ou presque n'a changé, c'est toujours aussi embrouillé. Je dis presque, car il y a quand même eu au moins un changement majeur, un changement de Premier ministre. Exit Theresa May, c'est désormais Boris Johnson qui est en poste, en tout cas pour l'instant, vu qu'il pédale dans une semoule qui s'épaissit à vue d'œil. Quel homme politique peut réunir une telle foule ? Boris Johnson est devenu la personnalité préférée des Britanniques. Il les amuse souvent, comme ce jour où il arrive suspendu à une tyrolienne, drapeaux en main, histoire de flatter le patriotisme britannique. Drôle de bonhomme, ce Boris Johnson, qu'on associe très souvent au grand champion du populisme mondial, le trio magique Trump, Bolsonaro, Salvini. Mais est-ce que c'est aussi simple ? On a eu envie de se poser notre question rituelle. Qui êtes-vous, Monsieur Johnson ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Libéral, conservateur, ambitieux, appartient à la haute société anglaise, a connu le collège d'Eton, l'université d'Oxford. Très jeune, il disait qu'il voulait devenir roi du monde. De Johnson, on connaît surtout les grandes lignes, qu'il est membre du Parti conservateur, qu'il s'est fait connaître comme maire de Londres, qu'il a hésité à soutenir le Brexit avant d'en devenir une des figures de proue, puis d'hésiter encore à prendre le pouvoir, préférant laisser Theresa May y aller avant de se lancer cette année. Mais d'où vient Boris Johnson ? Pour le savoir, j'en ai discuté avec Sonia Stolper, correspondante du journal Libération à Londres. Je lui ai demandé notamment s'il était vrai que ce nom, Boris Johnson, c'était pas son vrai nom. Si, c'est son vrai nom. Il a un prénom qui est bien Boris et un nom de famille qui est bien Johnson, mais son nom complet, c'est Alexander Boris de Pfeffel Johnson. Et effectivement, son premier nom, et d'ailleurs dans sa famille, on l'appelle Al ou Ali. Mais c'est lui qui a pris, quand il était à Oxford, à l'université, qui a préféré le prénom de Boris, qui était probablement plus original à son avis, qu'Alexander. Il vient d'une famille extrêmement polyglotte et extrêmement européenne, en fait, d'une certaine manière, ce qui est finalement le gros paradoxe du personnage. Du côté de son père, c'est une famille, il a un arrière-grand-père qui était turc et qui était un intellectuel, journaliste et conseiller d'un des derniers sultans de l'Empire ottoman. Et du côté de sa mère est artiste, est une artiste peintre qui avait pas mal de talent d'ailleurs. Donc c'est une famille, il a aussi des racines françaises en fait, et c'est une famille qui a beaucoup voyagé. Son père avait des postes assez importants au FMI. Ils ont vécu à New York, ils ont vécu à Washington, et puis ils ont vécu, et en fait il a été éduqué en grande partie, au départ en tout cas, à Bruxelles dans une école européenne où son père était d'abord fonctionnaire européen, puis ensuite il deviendra un petit peu plus tard député européen, eurodéputé. Les années à Bruxelles sont pas des années très heureuses parce qu'en fait ils arrivent des États-Unis. En fait ils étaient arrivés des États-Unis, ils se sont installés au Royaume-Uni et à la campagne dans une sorte de ferme qui est familiale qui appartenait dans le Somerset. Et ensuite ils arrivent à Bruxelles et c'est le moment où en fait le couple de ses parents bat de l'aile. Le père Stanley est un coureur, on va dire, donc et sa maman tombe en dépression et part quand même être hospitalisée pendant 7 mois au Royaume-Uni. Et c'est à ce moment-là que Stanley Johnson décide d'envoyer ses deux aînés, donc Boris et sa sœur Rachel, qui a juste 2 ans de moins que lui, même pas 18 mois de moins que lui, de les envoyer en pension au Royaume-Uni. Il faut quand même imaginer le truc, ils ont 9 et 11 ans et ils prennent le train, Rachel Johnson me l'a raconté plusieurs fois, ils prennent le train tout seuls de Bruxelles jusqu'à Calais, et ensuite ils prennent un ferry tout seul, et ensuite un autre train, c'est bien avant l'Eurotunnel, un autre train qui les amène jusqu'à la station de Victoria, et ensuite encore un train qui les emmène dans la campagne, dans leur pension. Tout ça avec leur mâle, et ils ont 9 et 11 ans. Donc c'est
c'est un voyage qui dure plus de 24 heures et ils sont tout seuls. C'est quand même assez extraordinaire quelque part. Donc je pense que ces années-là à Bruxelles sont pas des années extrêmement joyeuses. C'est pas n'importe quelle famille, on l'a dit. J'ai lu notre confrère Eric Albert du Monde qui disait que c'est un mélange entre les Kennedy et les Kardashian. Il y a un peu de ça chez Johnson. Il y a à la fois le côté grande tradition politique et le côté quasi absurde presque de personnage de télé-réalité. Oui, un petit peu. C'est une famille qui est, vous savez, c'est une famille qui est qui fait tout pour être dans la lumière d'une certaine manière. Enfin, pas tous, mais une partie d'entre eux. Voilà, et qui fait tout pour être dans les réseaux et dans les bons réseaux. Donc le père a fait en sorte que les enfants fassent les écoles qu'il fallait faire. Et au Royaume-Uni, dans ce milieu-là, c'est assez impressionnant parce qu'on se fait ces réseaux, ils commencent presque au primaire, quoi. Les réseaux qui existent politiques ou de sociétaux qui existent dans tous les pays et dans tous les régimes, ils se font souvent quand même un petit peu plus tard, ils sont à l'université, etc. Ici, au Royaume-Uni, dans ces milieux-là, ça se fait pratiquement au primaire et surtout au secondaire, donc à Eton et ensuite à Oxford ou à Cambridge. Ces gens-là, finalement, Cameron, par exemple, David Cameron et Boris Johnson, étaient ensemble à Eton, étaient ensemble à Oxford. Donc, en gros, ils se connaissent tous depuis l'âge de 13 ans, ils se côtoient tous. Donc, c'est vraiment une clique extrêmement serré, qui connaît finalement tout des uns et des autres, et effectivement c'est la famille est comme ça, et Rachel a aussi un besoin de lumière. Alors pourquoi ils ont ce besoin de lumière, on n'en sait rien, mais il n'y a pas de doute qu'il y a cette et c'est un petit peu quelquefois on se demande pourquoi, et c'est un petit peu j'ai besoin de lumière, donc qu'est-ce que je vais inventer. Donc même le père aujourd'hui dit non mais attendez, je suis pas juste le first father, je suis pas juste le père du Premier ministre, j'ai quand même été eurodéputé, et puis d'ailleurs je vais aller nager avec les baleines parce qu'il est très penché sur les questions environnementales, et ensuite ensuite vous découvrez qu'il participe à une émission de télé-réalité, je suis une célébrité, sortez-moi de là, où il se retrouve dans la jungle en Australie. Donc c'est assez curieux, on va dire, comme famille, effectivement. Est-ce que c'est assez déconcertant aussi comme type de personnalité dans un monde politique britannique qui est extrêmement codifié, justement? Oui, et c'est ce qui est paradoxal avec Boris Johnson, c'est qu'en fait, il est un peu dans la transgression constamment, c'est-à-dire avec son côté un peu débraillé, c'est son côté je observe pas complètement toutes les règles, je me fais mousser, je fais des jeux de mots constamment, etc. Et puis en même temps, il est complètement dans la ligne aussi, puisqu'il a fait tout le parcours classique d'un Premier ministre. Mais c'est aussi ce qui faisait qu'il était apprécié au départ, c'est justement ce côté très coloré et qui changeait du classique costume croisé à rayures et extrêmement pointu du politique britannique plus classique, on va dire. Mais ce qui aujourd'hui lui pose aussi peut-être un peu des problèmes, parce qu'il a quand même sur son parcours, il a quand même embêté pas mal de monde, et aujourd'hui il est pas impossible qu'à un moment donné, ces critiques et ceux qui ont avalé leur ressentiment sous prétexte qu'il allait être le sauveur du Parti conservateur se disent que finalement, il est en train de les enfoncer encore plus et lui tourne le dos. On a vu son propre frère qui est en politique, mais qui est nettement plus discret en termes de visibilité, d'envie de paraître, qui a démissionné la semaine dernière et qui a quand même dit je ne fais pas confiance à mon frère, plus ou moins, je ne fais pas confiance à mon frère pour agir dans l'intérêt national. C'est quand même un truc énorme, quoi, d'entendre une chose pareille en politique, et surtout en politique britannique où on dit jamais ou rarement les choses directement, tout est codifié, et justement on les dit de manière extrêmement polie, extrêmement en périphrasant constamment la moindre critique, donc de dire des choses aussi directes, c'est totalement inhabituel. Mais on vit des moments totalement inhabituels et extraordinaires. Sur ses prémices hautes en couleur, Johnson va d'abord donc choisir une première carrière comme journaliste, correspondant à Bruxelles pour plusieurs titres de presse, notamment le Daily Telegraph. C'est là qu'il développe sa rhétorique anti-européenne.
pour se démarquer, dit-il, des autres correspondants britanniques sur place. On le connaît alors surtout pour sa capacité à balancer de soi-disant scoops, en réalité des rumeurs, une technique qui resservira lors de la campagne en faveur du Brexit. À la fin des années 90, il se lance en politique au sein du Parti conservateur. J'ai voulu savoir où il se situait sur l'échiquier, j'ai donc posé la question à une spécialiste de la mouvance conservatrice, Agnès Alexandre Collier, professeure de civilisation britannique et chercheuse au CNRS. Bien sûr, oui. D'ailleurs, c'est une très bonne question parce que la presse l'a souvent qualifié de Trump britannique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas du tout le même parcours et pas du tout le même profil politique. Johnson est vraiment un politique de carrière, contrairement à Trump. Il est né dans une famille assez libérale et progressiste. Il est né aux États-Unis. Dans une famille dont la mère d'ailleurs était liée aux suffragettes, au mouvement des suffragettes, donc finalement avec des origines quand même beaucoup plus à gauche que ce qu'on imagine. Son père était fonctionnaire européen et conservateur, et donc assez naturellement, il a rejoint, comme beaucoup de conservateurs de carrière, si je puis dire, il a rejoint le parti assez jeune pendant ses études à Oxford. Où il était effectivement un proche, dit-on, de la fameuse équipe qu'on a appelée la Notting Hill 7 autour de David Cameron et George Osborne, donc l'ancien Premier ministre et chancelier de l'Échiquier. Donc on voit là effectivement des points communs avec l'ancien Premier ministre conservateur, en ce sens que Johnson finalement s'est positionné très tôt dans le Parti conservateur comme un progressiste, un libéral. Alors un libéral au sens double du terme, c'est-à-dire à la fois effectivement très libéral, voire ultra-libéral sur le plan économique, et puis en même temps libéral du point de vue culturel et social, sur les questions morales et les questions sociétales. Donc pour résumer, c'est quelqu'un qui estime que chacun a le droit de gagner son argent comme il veut, de vivre sa sexualité comme il veut, de faire ce qu'il veut, en gros, et n'a de compte à rendre à personne. C'est d'ailleurs un principe qu'il a appliqué à lui-même, parce qu'on sait qu'il a eu beaucoup de liaisons extra-conjugales, par exemple, et qu'il a gagné énormément d'argent lorsqu'il était journaliste. Donc voilà, c'est un conservateur un peu qui se situe, si vous voulez, de ce point de vue-là, chez les modernisateurs, enfin en tout cas historiquement, c'est-à-dire qu'il a rejoint le parti sur la base de ce qu'on appelle, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on en reparle aujourd'hui, il a rejoint le parti dans une faction qu'on appelle One Nation, et qui en gros constitue on va dire le centre droit du parti conservateur, qui estime que en gros, il faut être assez libéral sur le plan, encore une fois, sur le plan sociétal et moral, et en même temps que sur les questions économiques, on peut se permettre d'avoir un État parfois un peu plus interventionniste que les thatchériens, par exemple. Donc, il considère que voilà, son évolution personnelle fait que on le situe vraiment dans cette catégorie libérale qui, par la suite, a évolué vers un positionnement plus One Nation avec un État un peu plus interventionniste. Donc ça, c'est vraiment son positionnement, on va dire, antérieur. Et ce qu'on peut voir, bien sûr, c'est que sur les questions européennes, sa vision est assez différente. Et sur la question européenne, Boris Johnson est quelqu'un de très ambigu. On a du mal à faire, on va dire, le lien entre l'apparence, voilà, le communicant, et puis la réalité de ses convictions, de ce qu'il pense. Il y a une période de sa vie parlementaire qu'on connaît assez mal finalement, c'est tout ce qui va, on va dire, tout ce qui va aller de son premier mandat comme député jusqu'à son élection à la mairie de Londres. Qu'est-ce qu'on sait de ces années-là, et quel député il a été avant de devenir le maire de Londres que tout le monde finalement connaît internationalement ? Ce qu'on sait de ces années-là, c'est que
il y a une espèce... Bon, alors ce sont les années Cameron, puisque David Cameron prend la tête du Parti conservateur en décembre 2005. Et ce qu'on sait de cette période-là, qui est une période d'opposition pour le Parti conservateur, c'est que Cameron engage son parti sur la voie d'une certaine, encore une fois, libéralisation des mœurs. Il défend les pactes, enfin les unions entre conjoints du même sexe. Il défend une certaine dépénalisation des drogues douces. Enfin, il se positionne de manière assez inédite dans un parti conservateur qui reste quand même très traditionnaliste sur ces questions-là. Et Johnson le rejoint. On sait qu'il a voté contre l'infâme section 28 qui consistait à dénigrer l'homosexualité. Donc il a voté pour une espèce de changement de vision envers l'homosexualité au sein du Parti conservateur. On sait effectivement qu'il a, sur ces questions-là, rejoint la frange modernisatrice assez minoritaire sur un certain nombre de questions. À partir de là, en fait, la difficulté de Johnson, c'est qu'il était journaliste en même temps qu'il était député. Et donc, ça l'a positionné de manière, on va dire, un petit peu ambivalente. Ça lui a été d'ailleurs beaucoup reproché, puisqu'il a, d'une certaine manière, utilisé son statut parlementaire aussi pour continuer des articles extrêmement polémiques et controversés sur un grand nombre de questions, dont l'Europe. Et donc, c'est quelqu'un qui a construit sa carrière politique et médiatique en parallèle, si vous voulez, jusqu'à son ascension un peu inédite en 2008, puisque la mairie de Londres était dominée par un travailliste depuis très longtemps, qui était assez populaire, Ken Livingstone, et que Johnson a détrôné de manière assez inattendue, s'appuyant certainement encore sur son statut de célébrité. C'est vraiment ce qu'on appelle un celebrity politician, c'est-à-dire qu'il a vraiment construit sa célébrité à la fois médiatique et politique pendant un certain nombre d'années, justement, grâce à sa plume, grâce à son humour et grâce à cette image un peu de conservateur échevelé, excentrique, fantasque. Donc c'est un peu l'image qu'on avait de lui et qui l'a rendu finalement assez populaire, puisqu'il avait tout un lectorat très fidèle qui sont sans doute devenus ensuite ses supporters politiques. Voilà, c'est ce qu'on sait un peu de lui. Et puis ensuite, il est devenu maire de Londres. Vous avez presque devancé une autre de mes questions, c'est comment est-ce qu'il se retrouve en position justement de concourir à la mairie de Londres? Comment est-ce qu'il devient le candidat idéal pour le Parti conservateur? Enfin, vous l'avez un peu dit, c'est parce que c'est une célébrité et que quelque part, peut-être le Parti conservateur à ce moment-là n'a pas grand-chose à perdre à Londres, qui a priori n'est pas vraiment prenable. Tout à fait. Vous avez résumé la situation, et ce d'autant plus qu'il y avait une grande rivalité entre David Cameron et Boris Johnson, et que même si Johnson était populaire plutôt à l'extérieur du parti, il n'était pas forcément auprès des députés, déjà, et certainement pas auprès de Cameron, qui lui accordait peu d'intérêt. Et donc, il était clair que pour Cameron, il fallait en tout cas lui trouver un rôle qui ne lui fasse pas trop d'ombre au sein du gouvernement. Et lorsque la mairie de Londres s'est présentée, c'était un petit peu le statut idéal, avoir un Boris Johnson très présent à la tête de la capitale, avec un rôle international, etc., qui pourrait jouer, et en même temps quelqu'un qui dans l'hypothèse d'une victoire des conservateurs ne serait pas trop présent et imposant dans un gouvernement conservateur. Donc il a été élu un peu contre toute attente, effectivement, et à partir de là, on peut dire de ses années à la mairie de Londres, alors effectivement qu'il a continué à jouer sur son côté, sur son image de bouffon, on le voit en train de faire du parachute ascensionnel, avec sa mèche de cheveux complètement décoiffée. Enfin, il a
vraiment joué sur cette image-là et les journalistes et les Britanniques en raffolaient certainement, d'avoir justement à la tête de leur capitale quelqu'un d'aussi haut en couleur. Et en même temps, en tant que maire, ses principales décisions et les principales mesures qu'il a prises sont essentiellement héritées de son prédécesseur, ce qu'on oublie de dire. Il a notamment interdit, par exemple, la consommation d'alcool dans les transports publics. Il a introduit la congestion charge anti-pollution pour les voitures à Londres, ce qui est issu de ce qu'avait fait Ken Livingstone, ce qu'avait commencé à engager Ken Livingstone. Il a aussi essayé de transformer un peu les transports publics. Après, le versant un peu sombre de Johnson, c'est qu'il s'est aussi engagé dans des tas de projets de grande envergure, un peu dans une espèce de mégalomanie, de folie des grandeurs. On pense notamment au projet du Garden Bridge qui a coûté des milliards et qui a été finalement abandonné. Donc c'est quelqu'un, et ça c'est peut-être un trait de sa personnalité, qui est un peu inquiétant pour la suite des événements. C'est quelqu'un qui a engagé un grand nombre de travaux et qui n'en a pas forcément terminé. C'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup par effet d'annonce et projets un peu grandioses, et qui au final se rend compte qu'il n'a peut-être pas forcément les moyens de les voir de les voir aboutir, ce qui effectivement est un peu inquiétant pour la suite des événements. Pas des plus rassurants, surtout que derrière les aspects quasi comiques de l'interminable feuilleton du Brexit, il y a des problématiques on ne peut plus sérieuses, ne serait-ce que la question des deux Irlandes, sujet auquel on pourrait bien s'intéresser prochainement ici même. Merci à Sonia Stolper et Agnès Alexandre Collier pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.